Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire le classement des actions de mon portefeuille. Donc je vais essayer d'estimer lesquelles vont me donner la meilleure performance à long terme, on va dire à horizon 20 ans. Et donc pour ça je vais aussi prendre en compte le niveau de valorisation auquel j'ai acheté, et pas seulement qualité, croissance et tout ça. Et puis comme c'est des actions que je possède, a priori je suis content de les posséder, donc je vais essayer de quand même faire une hiérarchie et de pas toutes les mettre en S. Donc c'est parti, on commence par Alibaba. Alors Alibaba c'est un cas particulier parce que déjà niveau valorisation, c'est celle que j'ai eu la meilleure valorisation à voir avec Meta. En tout cas, c'est les deux moins chers que j'ai achetés, les deux en 2022. Donc si on regarde niveau valorisation, donc moi je l'avais acheté à 81 dollars, donc ça a déjà pris pas mal depuis. On est à 108 au moment où je fais la vidéo. La capitalisation boursière de l'entreprise c'est 280 milliards. Et niveau free cash flow, sur une année, ils font, en 2023 en tout cas, 150 milliards de yuan, ce qui en dollars fait 21 milliards. Sachant qu'ils sont en plus dans une phase d'optimisation de leur marge, comme l'a été Meta par exemple en 2023. Donc ça nous fait un multiple d'à peu près 13,5 fois le free cash flow, ce qui est faible, surtout en prenant en compte le fait qu'ils devraient améliorer leur marge et que donc le free cash flow devrait augmenter plus vite que le revenu s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et donc quand je l'avais acheté, on était à des multiples qui étaient inférieurs à 10 fois le free cash flow, quoi. Donc c'est assez rare. Donc ça c'est niveau valorisation. Mais de l'autre côté, Alibaba c'est l'entreprise qui est de la moins bonne qualité dans mon portefeuille pour moi. Si on regarde mes critères de qualité, on voit le principal problème, c'est le ROCE, qui est déjà en dessous de mon minimum recherché de 15%, mais qui en plus est en baisse. Et la raison principale, c'est parce qu'ils se sont un peu détournés de leur business model initial, qui était pourtant excellent, hein. À la base, c'était juste des marketplaces de e-commerce, donc eux, ils n'avaient pas de stock, et tu avais des gens qui vendaient leurs produits sur Taobao et Tmall, et ils payaient des frais à Alibaba. Et ils ont voulu se diversifier, mais dans des business models qui sont plutôt inférieurs. Donc maintenant, ils ont aussi des magasins, des trucs de livraison, etc. Donc ça a baissé le niveau de qualité de l'entreprise. Après, ils sont justement en train de remettre un peu du propre là-dedans. Donc à voir ce que ça donnera, mais en tout cas, aujourd'hui, l'état de la boîte, c'est ça. Et aussi un élément particulier d'Alibaba à prendre en compte, c'est le risque chinois, et plus particulièrement le risque du VIE. Donc VIE, c'est Variable Interest Entity. Et c'est juste que quand on possède l'action Alibaba, on ne possède pas vraiment l'action Alibaba chinoise, on possède une société écran qui a des droits sur les bénéfices et les actifs de l'entreprise chinoise. Sauf que la possession d'entreprises chinoises par des étrangers dans beaucoup de secteurs, dont le secteur internet, elle est interdite. Et donc ce montage, c'est une manière un petit peu de contourner ça. Donc il y a un risque, une probabilité très faible, parce que ce ne serait pas dans leur intérêt, mais quand même existante, qu'un jour ils disent que ce montage ça leur convient pas, et que donc un investissement dans Baba, ça se retrouve à valoir zéro, donc c'est un risque à prendre en compte, même s'il est très faible. Ça reste un risque de perte totale. Et en dehors de ça, pour moi, grâce à la valorisation, on est dans un cas de faible risque et haute incertitude, puisque avoir acheté un niveau de valorisation aussi bas, ça réduit drastiquement le risque en fait de perte et haute incertitude, parce qu'aujourd'hui je trouve ça compliqué de se projeter, enfin d'avoir des grosses convictions sur le futur d'Alibaba, mais au moins en achetant pas cher, on a réduit le risque. Donc si je prends tout ça en compte, valorisation excellente, qualité correcte, et quand même un risque de perte totale pour des raisons politiques qu'on n'a pas sur les autres, donc je vais la mettre en B. Je ferai peut-être des ajustements à la fin si besoin dans le classement. Ensuite, on passe sur Fortinet. Donc Fortinet, c'est une action que j'ai achetée quand même beaucoup plus cher qu'Alibaba. C'était un multiple qui devait être à peu près 26 fois le free cash flow. Par contre, si je regarde les fondamentaux, c'est à peu près un sans faute en fait, niveau chiffre, c'est exactement, ça correspond exactement à ce que je recherche. D'ailleurs, c'est une action qu'on pouvait trouver sur la page Superstocks qui rassemble toutes les actions qui remplissent justement mes 6 critères de qualité. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et donc si je regarde la qualité de Fortinet, on voit qu'on a des super belles croissances, que ce soit le chiffre d'affaires ou le free cash flow. Ensuite le ROCE, il est très très élevé, 49%, c'est super rare. En plus d'être très élevé, il est en hausse, ce qui souvent est signe d'un rempart concurrentiel qui devient de plus en plus fort. Ensuite, on n'a aucune dette, on n'a pas de dilution des actionnaires, donc le nombre d'actions il diminue. Et ça, c'est une des raisons principales pour lesquelles, dans le secteur de la cybersécurité, je préfère Fortinet aux concurrents, comme par exemple Palo Alto Networks ou CrowdStrike, qui eux, au contraire, diluent leurs actionnaires, et donc ça réduit la croissance des free cash flow par action. Donc je trouve que, point de vue actionnaire, Fortinet est meilleur, et ça se vérifie aussi dans les rémunérations en actions, donc à quel point ils donnent des actions à leurs salariés, ce qui justement dilue les actionnaires, donc nous.
Donc 249 millions de rémunération en actions en 2023. Pour un free cash flow de 1,7 milliard, ça fait à peu près 14%, ce qui est pas négligeable, mais c'est plutôt correct pour une boîte tech et bien inférieur aux concurrents, par exemple Palo Alto Networks, qui sont plutôt à un tiers, on doit être à peu près à 33%. Donc il y a ça. Ensuite, on a des marges qui sont très élevées, et qui sont très élevées non pas en vendant plus cher que les concurrents, mais en ayant des coûts plus faibles. Et justement, les prix finaux pour les clients sont moins chers, ce que je trouve aussi un avantage. Et puis, on a les deux cofondateurs qui sont encore dirigeants et qui ont à peu près 20% de la boîte. Donc, pour toutes ces raisons, niveau qualité, c'est vraiment un sans faute pour moi. Et il y a aussi un moat, principalement des switching costs. Donc, simplement pour les clients qui ont leur système de sécurité avec Fortinet, bah, c'est compliqué pour eux de passer chez des concurrents. Et d'après Morningstar, ils considèrent que c'est un wide moat. Donc, ils ont deux niveaux de moat, le wide moat et le narrow moat, donc moat étroit. Et donc, ils ont mis le plus haut niveau pour Fortinet. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, pour ces raisons, niveau qualité et croissance, c'est l'idéal. Après, niveau valorisation, il y aura beaucoup moins d'augmentation du multiple de valorisation que sur Alibaba. Mais si je raisonne à horizon 20 ans, ça reste quand même la croissance du free cash flow par action qui aura le plus gros impact. Et donc, je vais mettre Fortinet en S. Ensuite, on passe à Visa. Donc Visa, j'avais aussi acheté à peu près 25 fois le free cash flow. Mais la différence quand même avec Fortinet, c'est que je m'attends à moins de croissance. Si je regarde la croissance du free cash flow par action, je m'attends à du 12-13% par an à long terme. Si on ajoute à ça le dividende, plus le fait que j'ai acheté à un multiple qui est bas par rapport au multiple passé de Visa, je pense que ce sera pas mal, mais je pense que ça va faire moins en termes de performance que Fortinet. Et donc je vais mettre Visa en dessous de Fortinet, mais j'hésite entre A et B. Dans un premier temps, je vais mettre A. Ensuite, on a Meta. Alors, Meta, c'est une action que j'avais achetée vraiment pas cher en termes de valorisation en 2022, quand l'action était très mal aimée. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui, 2 ans plus tard, se porte parfaitement bien et qui est beaucoup, beaucoup moins mal aimée. Elle est passée maintenant à 30 fois le free cash flow, ce que je trouve un peu cher. Et niveau qualité, ça correspond à tout ce que je recherche. Donc, des super croissances, un ROCE qui est bon, peu de dette ou pas de dette, un nombre d'actions qui n'augmente pas et des super marges. On a le fondateur qui est toujours CEO, et il y a un moat qui est énorme, hein. C'est un des plus gros network effects qu'on puisse trouver. Et en plus de ça, il continue d'innover, et on peut entrevoir plein d'opportunités de croissance future. Donc pour toutes ces raisons, comme là il y a le côté à la fois valorisation plus croissance, et qualité avec absence de dette, absence de dilution, moat, Mark Zuckerberg qui est toujours aux commandes, etc. Je pense finalement que Meta mérite peut-être d'être un cran au-dessus de Fortinet, que j'ai pas pu avoir un niveau de valorisation aussi faible. Donc je vais un peu tout décaler vers le bas. Hop, je vais mettre Meta au-dessus. Ensuite, on a Medpace Holding que j'ai acheté le mois dernier. D'ailleurs, si vous voulez recevoir la fiche résumée par email sur Medpace Holding, je vous mets le lien en description. Et alors, Medpace, je l'ai eu à 20 fois le free cash flow, ce que je trouve pas très cher pour ce type de business. C'est aussi d'ailleurs comme Fortinet et Meta, une boîte qu'on pouvait retrouver dans la page Superstocks sur Gram. Et qui a aussi un ROCE très élevé, ça fait partie des boîtes avec les plus hauts ROCE. En tout cas parmi celles qui ont aussi de la croissance, qu'il y en a qui ont des hauts ROCE mais aucune croissance, et qui donc versent beaucoup de dividendes, mais à la fin ça donne moins de performance. Donc on a ça, excellent ROCE, des excellentes croissances, un peu dans le même genre que Fortinet, pas de dette. Pareil, ils diluent pas leurs actionnaires, ils rachètent un petit peu leurs actions, et il y a des excellentes marges de au-dessus de 20% de marge du free cash flow. Et on a aussi le CEO qui possède presque 25% de la boîte. D'après Morningstar, il y a un narrow moat, ce qui est déjà pas mal. Et j'avais comparé aux concurrents aussi, quelqu'un me l'avait demandé en commentaire. Mais en tout cas, financièrement, j'avais trouvé aucun concurrent qui rivalisait avec Medpace. Et puis on a des investisseurs comme François Rochon et principalement aussi James Findlay qui sont investis dans MEDP. Pour les deux autres, c'est des positions qui sont très petites, donc c'est négligeable. Mais on a des bons investisseurs là qui sont investis dedans. D'ailleurs, pour Fortinet, j'ai oublié de le préciser, mais on a Terry Smith qui est dedans. Après Meta, ça fait partie des boîtes les plus possédées par les meilleurs investisseurs. Donc c'est un élément qui conforte, on va dire. Donc en prenant tout ça en compte, Medpace, je dirais que je le mets au même niveau que Fortinet, à peu près. Et on a ensuite Booking Holdings. Alors Booking dont je comprends pas trop la valorisation.
Je l'ai acheté quelque part vers les 15 ou 16 fois le free cash flow. Aujourd'hui, on est à 19, ce qui reste pas très élevé, je trouve, pour une boîte comme ça. Et il y a de nouveau tout qui est rempli, à part le côté croissance, mais c'est dû à la période Covid, donc ça leur a mis un petit coup. Mais ils sont repartis très fort. Et pour moi aussi, ce qui est très positif avec la phase Covid, c'est que ça a permis de voir comment se comportait la boîte dans la pire situation qu'on peut imaginer, puisque personne ne pouvait voyager. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en 2020, alors que le business était complètement à l'arrêt, ils ont juste perdu 200 millions, alors que l'année précédente, ils avaient fait un free cash flow de 4,5 milliards. C'est un business qui, dans ce genre de situation, va plutôt s'éteindre, quoi, se mettre en pause. Contrairement à un business comme Expedia, donc un de leurs principaux concurrents, qui au contraire implose complètement, ils avaient perdu quelque chose comme plus de 7 milliards cette année-là, parce qu'ils ont un business model qui est différent de Booking. Et c'est un peu comme la différence entre fission nucléaire et fusion nucléaire. Fission nucléaire, il y a un problème, ça explose, comme Expedia. Et fusion nucléaire, il y a un problème, ça s'éteint, comme Booking. Donc je préfère ce genre de business. Et après, il y a tous les critères qui sont remplis, ROCE, pas de dette, ils rachètent beaucoup d'actions. Ils profitent justement de la valorisation faible de l'entreprise pour racheter beaucoup d'actions. Ils ont racheté un quart de leurs actions en 5 ans. Des marges qui sont très élevées, et aussi comme dans le cas d'ailleurs de Medpace et de Visa, et dans une moindre mesure de Fortinet, on a très peu de rémunération en actions, 500 millions sur 7 milliards. On a aussi quelques super investors, principalement, encore une fois, François Rochon, qui est investi dedans, et aussi Akao Capital, qui ont une position qui est pas négligeable. Et le seul point qui est manquant pour moi sur Booking, c'est qu'il n'y a pas une personne du management qui a beaucoup d'actions dans la boîte, mais pour moi c'est compensé par le fait que je trouve le CEO vraiment excellent, et il est vraiment orienté long terme et création de valeur pour les actionnaires. Donc ça me dérange pas. Et au niveau du moat, d'après Morningstar, c'est un narrow moat. Donc avec tout ça, je vais mettre Booking. Alors je dirais que Booking a des potentiels de croissance moins élevés que Fortinet et Medpace. Peut-être un petit peu plus comme Visa ou entre les deux. Mais par contre, sur Booking, je trouve que la valorisation à laquelle je l'ai eu est beaucoup plus intéressante. Donc il y a aussi une augmentation du multiple qui va jouer en ma faveur, je pense. Donc je mettrai Booking au même niveau que Fortinet et Medpace. Et puis je rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez la fiche résumée sur Medpace. Et puis vous avez le lien de mon site d'analyse d'action avec communauté privée. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!